Bonjour monsieur, madame, vous, Elikia, bienvenue dans une autre vidéo mystère. Dans cette vidéo, il sera question des... Les auras. Que sont les auras? On dit que les auras sont des sons émotionnels de couleur. Le mot aura lui-même vient d'un terme grec qui signifie se déplacer à la vitesse de l'éclair. Attendez un instant, je fais une pause ici parce que je sais pas si l'endroit où j'ai pris cette information, si c'est vrai, mais quand je vais moi-même chercher l'origine du mot, je tombe sur les origines suivantes. Il y a plusieurs origines possibles et pour l'origine grecque, c'est supposé signifier vent en mouvement, souffle, air frais ou vent matinal. Faut savoir que c'est plus qu'un rayon de couleur autour d'une personne. Certaines personnes considèrent que les auras sont faites de vibrations. Des vibrations électrophotoniques qui sont générées en réponse à un genre d'excitation externe. La clé de l'aura, c'est qu'elle contient des informations à propos de l'essence d'une personne ou d'un objet qu'elle entoure. Puis là, attention, tout le monde peut voir les auras. C'est pas un pouvoir magique, mais c'est bien une pratique qui est à la portée de tous, avec bien sûr le vouloir d'y croire. Et une ouverture d'esprit. C'est connu, et j'ai envie de dire scientifiquement connu, que tous les êtres, les objets émettent des énergies non perceptibles à l'œil. Il y a un champ magnétique autour de nous tous. Afin de le voir, il faut regarder avec un autre œil que celui, ou les deux yeux en fait, qu'on regarde les objets qui sont faits de particules perceptibles par nos sens, soit le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Les auras autour des humains sont en partie composées de radiation électromagnétique qu'on retrouve par exemple dans les micro-ondes, de radiation infrarouge à basse fréquence ainsi que de rayons ultraviolets à haute fréquence. Le rayon ultraviolet est plus lié, lui, à notre activité consciente. La réflexion, la création, l'intentionnalité, les émotions et le sens de l'humour. Ce dit rayon ultraviolet est la partie qui peut être visible à l'œil nu. Avant de poursuivre, n'oubliez pas que c'est prouvé que les couleurs créent des réactions chez nous, des émotions. Autant en est-il pour les sons, les odeurs, etc. Pour vous donner un exemple, regardez ce phénomène populaire depuis quelques années qui consiste à visionner des vidéos d'actions satisfaisantes. Que ce soit en les faisant nous-mêmes ou en les visionnant. Vous ressentez alors une joie, l'impression d'être comblé, une satisfaction, un réconfort, un relâchement, une certaine jouissance, etc. Vous voyez où je veux en venir. Ça s'apparente souvent à ceux qui ont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, donc pour eux, c'est sûr que ça va être très satisfaisant, ce genre de truc. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes qui ont des TOC comme ça ont le besoin de, par exemple, toujours tout placer droit parce que c'est satisfaisant, c'est comme un besoin chez eux. Donc, de regarder des vidéos comme ça, c'est ce que ça crée en nous parce qu'on a tous un certain niveau, un besoin de satisfaction à combler. Le contraire existe aussi. Des actions filmées qui ne sont pas satisfaisantes. Et qui créent immédiatement des émotions chez les gens, voire même des réactions physiques du corps comme des frissons, de la colère, de l'inconfort ou comme une boule même dans l'estomac, etc.
autre phénomène du genre, on peut dire populaire, est ce qu'on appelle le ASMR, en anglais pour Autonomous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire en français par réponse sensorielle autonome culminante. Ça a l'air bien compliqué, mais ça ne l'est pas tant en fait. Cette pratique consiste à utiliser des effets de chuchotement pour éveiller certaines pulsions et pour relaxer. Certains se servent de ces pratiques pour s'endormir ou même pour éveiller certains désirs sexuels. On va pas se le cacher là. En général, ce sont des vidéos de gens qui chuchotent, qui font des sons croustillants vraiment très près du micro, qui font du tapotage sur des objets. Il y en a même qui font certains bruits de bouche, certains sons de glissement, de frottement, des choses comme ça. Ces sons particuliers, lorsque bien faits, créent des réactions physiques chez les gens, en plus de leur effet relaxant. On parle de poils qui se dressent, de désirs qui montent, de laisser aller qui apaise, etc. Ça peut vite devenir très malaisant, car on voit bien que ça agit malgré nous. Et plusieurs ne sont pas prêts pour ça. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Je vous laisse un extrait. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Il s'agit de grains de café. J'en ai parlé avec une abonnée d'ailleurs il n'y a pas longtemps par message. Le dernier phénomène dont je vais vous parler en lien avec les auras, c'est la musique ou les sons. Chaque son a une vibration qui crée immédiatement un état émotionnel chez la personne. Que vous en soyez conscient ou non. D'où le fait que beaucoup aiment écouter de la musique triste quand ils sont par exemple en peine d'amour. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a vraiment des milliers d'autres. En fait, nous nous nourrissons de cette façon volontairement ou pas. Tout est une question, dans la musique et les sons, de tonalité, de gamme sonore, de décibels, de type de son, d'enchaînement de notes, de rythme, de mélodie, puis de d'autres facteurs du genre. Cette technique est même utilisée en marketing très souvent ou en thérapie. Mais si ceci n'est qu'une réaction à court terme, une réaction plutôt immédiate, il existe aussi des réactions qui sont sur le long terme. Ça se développe de façon beaucoup plus subtile grâce à tous les sons et musiques qui vibrent autour de nous dans notre environnement lorsque nous évoluons tout au long de notre vie. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo à ce sujet. Bon, il existe bien d'autres phénomènes qui nous démontrent à quel point nous sommes réactifs à ce qui n'est pas cohérent avec nos sens. Les sens que je nommais tantôt, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, avec tout ce qui n'est pas tangible pour nous dans le fond, avec ce qui est d'une autre nature. Et de même que ces phénomènes, les auras ne sont que la couleur de nos émotions. De toute cette nourriture qu'on prend, comme les sons, c'est un reflet de notre âme, de notre esprit, de notre nous intérieur. Ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois et sans savoir pourquoi, de ressentir que ça ne cliquait pas entre vous, sans savoir pourquoi vous ressentiez une énergie négative? Ou l'inverse, que tout d'un coup ça clique comme si vous vous étiez toujours connu par exemple. Oui, tu sais, ces ressentis qui arrivent soudainement. Même chose pour un lieu. Peut-être vous est-il déjà arrivé d'arriver dans un lieu et d'y être très inconfortable et de ressentir une lourdeur, par exemple. Ben voilà, vous arrivez sans le vouloir à sentir l'énergie de certaines auras, mais sans les voir. Il est tout à fait possible de développer ce sens et ensuite de savoir l'interpréter. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un pouvoir magique. En étant conséquemment plus attentifs à percevoir les énergies autour de nous, nous les verrons de plus en plus souvent sans trop d'efforts. Vous pouvez donc, chacun d'entre vous, vous exercer à voir les auras. D'abord,
Voici un exercice d'illusion d'optique que je vous conseille fortement pour comprendre ce qu'on va voir quand on va tenter de voir les auras. Dans le fond, en gros, il faut fixer le point noir. Vous devriez, à force de relaxer vos yeux, commencer à voir des auras autour des cercles de couleurs différentes et les auras vont être la couleur inverse du cercle à côté. Vous allez comprendre. Je sais pas si vous avez eu le temps de vous exercer suffisamment, mais ma vidéo n'est pas juste à propos de ça, donc je vais vous laisser le lien en barre d'infos ainsi que beaucoup d'autres liens sur lesquels vous allez pouvoir aller lire un peu d'informations supplémentaires à ma vidéo ou quelques sources d'où je me suis épuisée pour faire cette vidéo. Évidemment, je peux pas tout mettre les liens parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais pour en revenir à l'exercice que je viens de vous faire, quand vous y arrivez, c'est quand même impressionnant. Cette pratique n'est en fait pas vraiment une illusion d'optique et je vais vous donner l'explication derrière cela. Pourquoi vous voyez les rayons de couleur autour? Comment ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle faire travailler sa vision périphérique. Au lieu de regarder à un endroit à la fois, tu regardes comme aux deux endroits, donc les deux cercles à la fois, mais sans les regarder. Dans cet exemple, on regardait dans le milieu, le petit point noir, là, mais aussi toute l'image en même temps, mais toujours sans la regarder en focus. Alors, on voyait les deux cercles en même temps. Donc, dès qu'on bougeait un petit peu notre regard, on pouvait voir le rayon de la couleur de l'autre cercle s'estomper par-dessus. C'est ce qu'on appelle regarder par vision périphérique. C'est pas vraiment une illusion d'optique, c'est juste une pratique pour faire travailler son œil. Peu de gens l'utilisent car on vit pas comme ça dans la vie de tous les jours. Mais on est supposé voir beaucoup plus que seulement un petit tour coloré autour des cercles. On est supposé être capable de voir très large à force de pratiquer. Bref, tu peux faire cette même pratique avec un seul objet, n'importe lequel, avec une plante, un livre d'une couleur, un humain, par exemple. Donc, on s'entend que dans ce cas, on ne pourrait vraiment plus appeler ça une illusion d'optique, mais bien une vision périphérique appliquée sur un seul objet, sur un fond blanc. Donc, il n'y a rien d'autre qui vient interférer la couleur que tu regardes. Tu prends le dit objet, tu le mets sur un fond blanc, tu utilises la même technique avec les yeux et tu vas voir le superbe rayon de couleur autour de chaque objet, chaque humain. C'est ce qu'on appelle l'aura. La couleur va être différente chaque fois. C'est vraiment impressionnant. Pour ceux d'entre vous qui sont capables de voir les illustrations 3D dans des mosaïques, souvenez-vous de votre première fois. C'était impressionnant de voir ces images ressortir du livre. Tu sais, ces genres de mosaïques-là, ça vous dit quelque chose? Wow! Ben, la technique pour voir les auras me fait un peu penser à cette manipulation des yeux. En gros, il s'agit de fixer votre corps, idéalement pour commencer votre main, sur un fond blanc, dans une pièce lumineuse, idéalement la lumière du jour. Et quand ça commence à devenir flou, vous verrez apparaître une brume lumineuse autour de votre main. Il faut pas la prendre en focus. Il faut pas focuser sur les détails de votre doigt ou sur les détails du mur à l'arrière ou quoi que ce soit. Il faut comme regarder à mi-distance. Souvent, les gens, en utilisant leurs mains, vont regarder entre les doigts. Puis rapidement, dans cette brume, vous allez voir les couleurs s'ajouter autour. Vous allez voir, ça va avoir tendance à faire ça, puis là, des fois, vous le perdez, vous allez vous habituer. Mais même si vous êtes, on va dire, habitué, entre guillemets, de le faire, que c'est pas la première fois que vous réussissez, normalement, ça prend entre 1 minute et 4 minutes avant de vraiment arriver à voir comme le portrait de l'aura sans le perdre. C'est comme un état des yeux qu'il faut atteindre. Il faut passer au-delà des yeux physiques. Il faut pas regarder où on regarde. C'est bizarre à dire, mais c'est quand même ça. Vous devez relaxer vos yeux. Je vais vous donner des détails pour arriver à voir les auras, mais un peu plus tard dans la vidéo. Je vais vous parler de différentes techniques que nous proposent des gens plutôt habitués. Vraiment habitués. Il faut développer sa vision périphérique. Oui, elle existe. Notre vision périphérique est moins abîmée que la partie centrale de notre rétine et elle contient des cellules photosensibles plus saines. Par ailleurs, puisque nous avons entraîné notre vision centrale à être utilisée d'une telle façon, ça peut être dur de faire appel à notre même vision pour voir d'une façon différente. L'exercice le plus simple pour vous entraîner à être capable de changer de vision, ce serait de regarder pendant 30 à 60 secondes un objet, de le fixer. C'est un exercice très simple, mais ça va pratiquer vos yeux à regarder d'une façon
différente de celle qu'on est habitué. Ça va en fait améliorer votre sensibilité à la lumière. Je veux apporter une précision que j'ai lue assez souvent. Il faut pas confondre les auras de couleur. Je sais pas si j'utilise le bon mot, mais je vais vous l'expliquer. Il est question d'aura de couleur quand on met un objet coloré d'une couleur vibrante là, devant un fond blanc, que l'on ferme les yeux puis qu'on les rouvre en fixant l'objet qui est à une certaine distance. Bon, ben en regardant l'objet sans vraiment le regarder, on verra apparaître une, je vais mettre aura entre guillemets autour de l'objet, une couleur. En fait, c'est le même principe que je vous ai fait faire au début de la vidéo avec les cercles. Ça peut vous aider à trouver la technique pour voir les auras d'énergie, mais ce que vous voyez à ce moment, c'est seulement une illusion d'optique. J'ai vraiment oublié le terme exact, mais vous allez comprendre. C'est simplement dû au contraste là, de couleurs. Je ne retrouve plus le lien de la source du document que j'ai lu pour trouver cette information. Ça date d'il y a environ 2 ans. C'était un lien, on va dire, plutôt qui se range plutôt du côté scientifique et non du côté ésotérique. Mais c'était relativement simple comme explication. En gros, par exemple, un objet mauve, violet vibrant reflèterait toujours autour de l'objet la même couleur. Si c'était un objet bleu, mais son aura de couleur serait toujours de telle couleur. Je me souviens plus des couleurs qui vont avec lesquelles, mais c'était en théorie, c'était pas mal ça. Exemple, bleu va toujours avoir un aura rougeâtre. Pourquoi? Je me souviens plus exactement, mais bref, c'est un principe là, physique, scientifique là, qui existe. Bref, je me souviens plus de la science derrière tout ça, mais c'est vraiment juste... Ce que disent ceux qui ne croient pas aux auras. Je pourrais peut-être l'essayer, je sais pas à quel point c'est pertinent dans la vidéo, mais vite fait, je pourrais peut-être l'essayer. Je vois que mon bouchon, il est quand même bleu-bleu, puis je vais le mettre devant un fond blanc. Je vais essayer de vous dire... Quelle est la couleur? Ouais, ok, ça a tendance à être genre orangé, rouge. J'ai pas laissé longtemps, là, mais je voyais des nuances de rouge, orange brûlé, orangé. Peut-être que ça aurait plus viré vers le brun ou vers le rouge après, là, mais bref, tu sais, c'est ça. Puis je suis sûre que si je prends n'importe quel objet bleu, ça va faire la même chose. C'est ça que j'essaie de dire. En tout cas, maintenant, on va y aller avec un peu de fait historique. Si on recule dans le temps, avant de comprendre comment fonctionnaient nos énergies, on pensait que c'était une maladie. Ben oui. On donnait un nom à cette maladie parce que beaucoup de gens disaient voir des couleurs autour des autres, autour d'eux-mêmes, autour des personnes. On appelait ça la synesthésie. Puis c'était pas une maladie rare, là. Une personne sur 2000 souffrait de synesthésie, selon une étude américaine qui remonte à 1996. Cette dite maladie se caractériserait par un dysfonctionnement des sens, en particulier celui de la vision, qui conduirait à voir des halos de couleurs autour des gens. Ben en fait, pas nécessairement autour des gens, mais qui émaneraient des gens ou des objets et même de mots écrits sur du papier. Étrange maladie. Petite parenthèse, quand j'ai lu ça, ça me fait sourire parce que je me souviens avoir eu vraiment beaucoup de périodes dans ma vie que je voyais justement quand que j'étais comme focusée, mais en même temps un peu dans la lune, sur des textes écrits. Souvent, je voyais comme les lettres devenir... brillantes, comme si c'était des néons, là, comme s'il y avait une lumière qui émanait du tracé, puis comme s'il ressortait de la page, puis... mais quand je tombe dans l'une, ça me fait ça des fois. Mais je savais pas que ça rentrait dans cette catégorie-là de la maladie synesthésie, puis que ça se rapprochait de la façon de voir des auras. Mais c'est vrai que je suis capable de me mettre dans cet état-là. Je vous dirais que c'est assez impressionnant quand ça arrive, mais tu te dis que ça arrive à tout le monde, c'est juste comme quand tu tombes dans la lune, là, des fois les objets font ça, ben c'est un peu le même principe. Mais selon eux, ça a bien l'air que ça faisait partie d'une maladie, d'un dysfonctionnement du sens de la vision. Jusqu'à quel point je crois à ça, on repassera. Donc, on parle de 1996, mais identifiée comme telle, comme une maladie depuis plus d'un siècle, parce que le mot en passant a été créé en 1872, même si je vous parlais d'une étude de 1996. Reconnu comme un trouble neurologique depuis les années 1970, ses causes n'en demeurent pas moins obscures. Ouais, c'est comme, ça fait longtemps qu'on sait que c'est une maladie, puis qu'on lui a donné un nom, mais... pourquoi? Comment? C'est quoi? C'est très obscur.
C'est surtout parce que c'est difficile à être étudié. Une personne peut bien prétendre voir des couleurs émaner de nulle part, mais comment diable est-ce qu'on peut vérifier ça? Hein? Qu'est-ce que la synesthésie? Depuis les années 1970, les tentatives d'explication sont nombreuses. Fait que je vais faire une autre tentative ici parmi les tentatives qu'ils ont déjà faites. Les neurologues, pour leur part, invoquent une série de mauvaises connexions des neurones qui seraient survenues dès l'enfance. Deux zones du cerveau proches une de l'autre attirent leur attention. Une appelée le cortex rétrospénial, qui est associé aux émotions, et l'autre, appelée V4, associée à la perception des couleurs. Encore aujourd'hui, les avis sont très partagés à savoir si c'est simplement une habileté tout à fait normale ou une maladie, un corps défectueux, on va dire. Mais il y a d'autres chercheurs qui poursuivent une piste génétique. Ouais, que ça serait dans les gènes. D'autant plus que les problèmes ne se limitent pas toujours aux couleurs. Certains synesthètes, donc des gens atteints de cette maladie qui est la synesthésie, ont plutôt un goût étrange dans la bouche, donc qui se rapporte au sens du goûter, mais seulement lorsqu'ils croisent des personnes bien précises. D'autres ont une sensation d'oppression sur la peau, donc le sens du toucher. Mais ce sont effectivement les problèmes de vision qui sont les plus connus. Dans les cas extrêmes de synesthésie, ces couleurs qu'ils voient peuvent vraiment nuire à leur apprentissage lors de la lecture. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. À l'inverse, le jeu des couleurs a pu faire naître chez plusieurs synesthètes le goût pour le dessin et la peinture. Moi, savez-vous ce sujet-là, le sujet des auras et tout ça, là, ce qu'on parle depuis tout à l'heure, savez-vous à quoi ça me fait penser, ce que ça me rappelle? Ça me rappelle la déformation des couleurs par défaut, mais surtout de ce qu'on voit en fait par la chaleur. Vous savez, comme quand on regarde l'horizon au loin et qu'il fait très chaud, comme dans un désert, mais ça peut arriver n'importe où. Ou quand on regarde au-dessus d'un feu de camp. Le lien que je fais ici, c'est que c'est également une altercation de notre réalité visuelle par quelque chose d'invisible, quelque chose de perturbateur. Alors je crois aux auras parce que je trouve ça logique et parce que j'arrive à voir la mienne. Voulez-vous connaître ce que je vois? Bon, pour ce qui est de ma main et de l'avant-bras, on va dire tout ça. Ce que je vois sur moi, mettons, dans la période actuelle de ma vie, pas lors des essais que j'ai faits il y a plusieurs années, c'est pour commencer une lumière très blanche. Très blanche. C'est un blanc qui ne peut pas être recréé par une lumière artificielle. Je sais même pas comment l'expliquer, c'est vraiment très... Ça a environ, je dirais, 1,5 pouce de large. Puis après le blanc, il y a comme une infiltration de nuances, on va dire vert, mais tu sais, vert très clair. C'est encore blanc, mais c'est comme si il y a un filtre de vert par-dessus. Et même chose pour un bleu très clair. La quantité de vert et de bleu varie un peu selon l'endroit sur mon corps, sur mon avant-bras ou ma main. J'ai plus de bleu le long de mon avant-bras ici. Puis sinon, c'est bleu et vert, mais ça fait pas turquoise. Quand ça fait bleu et vert, c'est pas bleu plus vert qui donne turquoise, c'est vraiment bleu et vert qui s'entremêlent. Mais c'est très nuancé. Le comme j'ai, c'est blanc quasiment. C'est pas genre bleu comme ça, là. Non. Puis par bout, le vert a tendance à virer non vers le bleu, mais vers le jaune. Mais genre un jaune vibrant, mais super clair encore là. Translucide. Au total, donc avec le blanc et la couleur, je peux voir mon aura d'une largeur d'à peu près assez large en fait pour que l'espace entre mon index et mon pouce soit complètement rempli de lumière d'aura. La photo que vous voyez ici, c'est à peu près ce que je voyais dans les mêmes couleurs, tout ça. Ça ressemble quand même beaucoup, sauf que moi c'était le double plus large, je dirais. Et j'avais vraiment une mini teinte de jaune lorsqu'il y avait du vert. Cependant, en général, l'aura varie de 60 cm, c'est-à-dire 23,62 pouces pour ceux qui préfèrent en pouces, jusqu'à 1 mètre de chaque côté de notre corps. Bon, moi j'arrive pas à voir ça là, c'est comme... wow! Cette aura s'étendrait au-dessus de notre tête et sous nos pieds, c'est-à-dire dans le sol. Et maintenant, ce que vous voulez tous savoir, c'est mais que veulent dire les couleurs? Premièrement, sachez que les couleurs varient quand même d'une période à l'autre de notre vie, selon l'état d'esprit dans lequel nous évoluons. Cela peut aussi interférer si on est vraiment physiquement malade. Bon, etc. Il y a plusieurs autres éléments perturbateurs. Il y a soi-disant plusieurs couches de couleurs dans une aura,
Et les nuances peuvent varier un peu selon certaines parties du corps, donc la tête versus le bras. Certains, en fait beaucoup de gens, parleront de chakras et des 7 couches de couleurs qui les entourent, qui forment comme l'enveloppe ovale. Deuxièmement, sachez qu'il existe plusieurs sources d'interprétation des couleurs. Et ça peut parfois différer d'une version à l'autre, mais en général, ça se ressemble pas mal beaucoup. Je vais vous donner les grandes lignes d'interprétation des couleurs d'aura chez les humains. Pour commencer, le rouge. Positif lorsqu'il est clair ou brillant, le rouge traduit de l'énergie, de la chaleur et de la vitalité. À l'inverse, il peut également exprimer de la colère, de la révolte, voire même de la haine. Lorsqu'il est teinté de brun, ce sont des notions de peur. Lorsqu'il a des reflets jaunes, rouge est synonyme d'émotion et de désir incontrôlé. Le orange. Selon la nuance de la couleur orange, on ressent de l'énergie et de la vitalité qui tournent vers l'égocentrisme alors que l'orange tire vers le rouge. Le jaune. Le jaune est globalement synonyme d'une activité intellectuelle intense. Lorsqu'il est sale ou boueux, le jaune traduit la ruse, l'avidité ou encore l'égoïsme. Le vert. La couleur verte est symbole d'équilibre. Lorsqu'il est clair, il traduit la guérison. Ainsi, un individu dont la couleur de l'aura est principalement vert émeraude sera quelqu'un de profondément engagé dans l'art de la guérison. Le vert, comme d'autres couleurs, peuvent prendre des aspects négatifs. Ça peut aussi traduire un profond égoïsme. Le bleu. Le bleu est traditionnellement associé aux sentiments religieux et à l'intuition. Plus profond, il peut tourner à indigo, traduisant le caractère d'une personne profondément orientée vers la religion. Son aspect négatif le fait apparaître avec des reflets de noir ou de brun, laissant place à un côté sombre de sa spiritualité. Le violet. À l'instar du bleu, le violet traduit des ambitions spirituelles plus importantes. Teinté de mauve lavande, le violet traduit également une bonne vitalité. Le blanc. Le blanc n'est pas une couleur en soi, mais la combinaison de toutes les couleurs existantes. Il est synonyme d'une intégration parfaite et la capacité d'union. Et là, essayez pas de voir mon aura en vidéo. On dit que les caméras ne peuvent pas capturer l'aura, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir en personne, puisque c'est quelque chose de vivant et qui change. La caméra peut pas faire cette espèce de jeu qu'on fait nous avec les yeux, donc elle va pas nous le capturer, donc vous allez rien voir en vidéo. Bon, il y a des exceptions à ce qu'il paraît, il y a des appareils spéciaux qui ont été inventés pour ça, mais... Maintenant que vous savez ce que c'est une aura, je vous reviens avec les différentes techniques pour pouvoir la voir. Des techniques, on va dire, qui sont présentées par des gens habitués. Premier conseil, c'est commencer d'abord par les sentir. Oui, s'entraîner pour les sentir est une très bonne façon pour commencer à les voir. Ça signifie simplement qu'il faut porter attention à ce que vous ressentez en présence d'une personne. Prenez une profonde respiration, expirez, puis concentrez-vous sur les sensations physiques de votre corps et vos réactions instinctives. Demandez-vous comment vous vous sentez en présence de telle personne. Demandez-vous-le. Nerveux, serein, agité, puis pensez à la couleur que vous attacheriez à cette personne, la couleur qui vous vient, et introduire cette pratique dans votre vie quotidienne vont faire en sorte que vous allez vous améliorer. Et lorsque vos capacités s'amélioreront, ressentir et puis voir les auras deviendra beaucoup plus facile. Donc, première technique, c'est celle que je vous ai parlé en début de vidéo avec la main. Vous pouvez la mettre devant un mur blanc ou simplement une feuille blanche à l'arrière. Je vais vous mettre des liens utiles en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir des tutoriels un peu plus complets. La technique numéro 2, vous regardez devant un miroir. Si vous pouvez vous regarder au complet devant un long miroir en étant devant un mur blanc, ou bien vous pouvez aussi coller des grandes feuilles blanches à l'arrière. Troisième technique, regardez dans la noirceur. Certains arrivent à mieux pas focusser quand ils voient moins les éléments distrayants, les détails, donc ils préfèrent regarder à la noirceur parce que selon eux, la luminosité des auras ressortirait plus facilement lorsqu'il ferait noir. Donc pour débuter, certains préfèrent utiliser cette technique. Pour ce faire, allumez une chandelle dans un endroit à l'abri du feu, s'il vous plaît, dans une pièce qui est sombre. Asseyez-vous à quelques mètres de la chandelle, mais le dos tourné à elle. Et là, procédez avec les techniques. Là. Sinon, vous pouvez avoir la lumière allumée dans une pièce qui va être adjacente à la pièce sombre dans laquelle vous vous trouvez, le dos tourné à la porte. Même principe. Ensuite, que vous soyez debout ou assis dans la pièce sombre, ayez une surface sombre également devant vous comme une table en bois et mettez dessus la table soit une nappe
ou du papier noir pour vous assurer qu'elle soit vraiment sombre et surtout sans éclat. Ensuite, faites la technique de regarder votre main ou quoi que ce soit. Mais franchement, moi je trouve que ça fonctionne pas du tout, mais essayez-le. Quatrième et dernière technique dont je vais vous parler, c'est que vos doigts collent! Vous avez sûrement déjà fait l'exercice quand vous étiez enfant. Nous, on apprenait ça dans un des cours à l'école ou sinon... c'était bien populaire, là. Il y a toujours un ami ou quelqu'un qui vous montrait ce tour-là, là, que vos doigts collent ensemble, vous êtes plus capable de les décoller. Bon, c'est un peu de ce principe-là que vous allez tirer la quatrième technique. Asseyez-vous dans une pièce légèrement éclairée et détendez-vous. Prenez quelques respirations profondes, toujours. Programmez votre esprit pour voir votre propre aura et concentrez-vous sur cet objectif. C'est vraiment important pour vous que vous y croyez avant de le faire. Puis, faites toucher vos index. Frottez-les ensemble et collez-les un contre l'autre. L'aura est soi-disant collante. Et une fois qu'un doigt colle à l'autre, les énergies les maintiendra ensemble. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Puis maintenant, concentrez-vous sur la zone entre les doigts, tout en continuant de les frotter. Après un instant, séparez vos doigts en laissant environ 1 cm entre eux. Concentrez-vous toujours sur l'espace entre vos doigts. Et là, je suis proche, là, mais normalement, il faut être un petit peu plus loin. Donc, en vous concentrant, voyez si vous pouvez voir une brume apparaître, une genre de fumée colorée ou un brouillard entre les doigts. Avec un entraînement continu, l'aura est supposée devenir de plus en plus nette, de plus en plus facile à voir. Lorsque ce sera le cas, répétez l'exercice avec vos mains en les frottant et en les séparant pour voir l'aura entre elles. Hey, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça vraiment fascinant. Puis je dirais même que ça peut s'avérer utile dans la vie de tous les jours, dans nos interactions avec les gens et dans la vie professionnelle. Apprendre à voir votre propre aura peut vous inspirer à changer et améliorer les signaux que vous envoyez dans le fond. Apprendre à voir l'aura d'une personne peut vous en dire beaucoup sur sa personnalité. Ça peut par exemple vous aider à démasquer un menteur, récolter des indices sur la nature de quelqu'un, diagnostiquer certaines maladies même, ou améliorer votre croissance personnelle. Sachez quand il est temps de purifier votre aura. Nous prenons l'énergie des autres sans même s'en rendre compte. Lorsque ces énergies sont négatives, elles affecteront également votre aura de façon négative. Vous avez peut-être vécu cette expérience, où vous êtes de bonne humeur et que vous allez passer un bon moment avec un ami. Vous passez une bonne soirée, mais à un moment, vous réalisez que vous vous sentez agacé ou anxieux. Et lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes totalement de mauvaise humeur. Mais vous savez pas vraiment pourquoi. Une telle situation, par exemple, signifie que vous devriez purifier votre aura. Et même si elle ne semble pas déséquilibrée, c'est une bonne idée de la purifier régulièrement pour libérer toute énergie négative qui pourrait y avoir. Mais juste comme ça, là, avant de conclure, je veux pas ridiculiser le sujet du tout, mais il y a une question que je me pose. Est-ce qu'un daltonien, qui ne peut vraiment pas bien discerner les couleurs, peut voir les auras ou simplement voir les bonnes couleurs d'aura? Sûrement qu'on ne verrait pas la même chose, mais que son bleu serait le bleu qu'il a toujours vu dans la vie de tous les jours. Mais qu'advient-il des daltoniens qui ont vraiment, comme je dis, un problème à discerner toutes les couleurs? Il y a des couleurs qu'ils ne voient vraiment pas, donc ils vont penser que c'est une autre couleur simplement. Donc, qu'est-ce qu'advient? Est-ce qu'ils sont capables de voir les auras, eux? Donc voilà, c'était le partage de mes recherches sur les auras. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai essayé de parler de l'aspect un peu plus rationnel du sujet, d'une certaine façon, on peut dire logique. Mais si vous faites vos propres recherches, vous pouvez rapidement tomber dans des déviances ésotériques, religieuses ou du domaine du spiritisme et de la magie. Dites-moi ce que vous arrivez à voir en commentaire. Dites-moi si ce que vous voyez, vous croyez que ce sont des auras ou s'il y a une explication plutôt scientifique à laquelle vous croyez. Sur ce, abonnez-vous pour plus de vidéos de la série Mystère Discat.